Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis Émilie Doré, formatrice auprès des doctorants et aujourd'hui je vais aborder un thème un peu inhabituel. Je vais parler des mauvaises thèses. Donc je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Qu'est-ce qui fait qu'une thèse peut être mauvaise? Parce que ça arrive. Ben oui, il y a des thèses même soutenues qui en fait ne sont pas très bonnes. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc dans cette vidéo, je vais vraiment me baser sur mes impressions subjectives. Je ne vais pas forcément aller chercher et vous expliciter les critères universitaires, les cases dans lesquelles il faut rentrer et tout. Je vais vraiment en fait plutôt mettre en avant mes impressions de lectrice. Parce que je lis beaucoup de thèses, ou parfois des extraits de thèses. Enfin, j'en vois passer beaucoup. Et parfois c'est agréable à lire, c'est épanouissant, c'est enrichissant. Et parfois c'est plus lourd. D'ailleurs, je soulignais dans une vidéo précédente, je vous mettrai le lien dans la description, le fait que quand vous écrivez une thèse, il faut que vous pensiez à votre lecteur. C'est important. Donc pensez au plaisir que le lecteur pourra avoir à vous lire, pensez à être clair, etc. Donc, on y va. Premier type de thèse qui signe une mauvaise thèse. La thèse incompréhensible. Qu'est-ce qui s'est passé? On lit le texte, on ne comprend rien. Alors ça peut être dû à plusieurs choses. Ça peut être dû à un style abscon, donc des phrases trop longues, 10 idées par phrase. Ok. Mais ça peut aussi être parce que la thèse est sans point de vue. Il n'y a pas de point de vue. L'auteur se cache. Il se cache, il a essayé d'écrire dans un style savant, vous savez, un style donc neutre. Donc surtout pas de première personne du singulier, bien entendu, et le moins possible de première personne du pluriel, beaucoup de références plus ou moins maîtrisées, des concepts, mais on ne voit pas le questionnement propre et le cheminement de la pensée de l'auteur. On ne voit pas ses idées, en fait, on n'imagine pas la personne qui est derrière le texte. On ne peut même pas se la figurer. Donc c'est très concrètement, ça va être des tournures passives, par exemple, au lieu de tournures actives, hein, d'un point de vue grammatical, des choses alambiquées, et une argumentation qui disparaît sous un flot d'informations parce que l'auteur a essayé de bien faire en donnant plein d'informations et surtout très théoriques. Donc ça, c'est souvent le fait d'auteurs qui manquent de confiance et donc qui ont essayé d'imiter un style scientifique, en fait. Et petite remarque, ça n'est pas le cas que des doctorants. Mais je retrouve ce genre de style abscon, euh, supposément neutre, supposément savant, aussi dans des textes de scientifiques, de chercheurs, en fait, d'enseignants-chercheurs confirmés. Et ça n'est pas que les doctorants, on peut garder cette mauvaise habitude tout au long de sa carrière. Et ça fait des textes que tout le monde évite qu'on ne lit qu'à moitié, mais comme la personne a mis beaucoup de concepts et beaucoup de trucs un peu compliqués, on a l'impression que ça passe. Et voilà, bah, ça permet de parfois d'avancer dans la carrière. Mais en réalité, quand on va sur le fond, bah, on trouve une argumentation un peu sinueuse, pas très claire. Et en fait, c'est pas pour le lecteur, c'est pas plaisant. N'oublions pas que quand on a les idées claires, le texte est clair. Deuxième cas, la thèse militante. Alors, dans cette thèse, qui peut être écrite dans un langage assez clair, donc le côté désagréable ne va pas forcément venir du langage, du style, ça peut être assez fluide. Mais ce qui est embêtant dans cette thèse, c'est que le doctorant, en fait, veut simplement démontrer quelque chose qu'il a déjà en tête depuis le début de sa recherche, qu'il n'a pas envie de remettre en question. Et on va trouver une absence de nuances, de dialogue, de contradiction, de remise en question. Bref, en fait, une absence de recherche, tout simplement. Donc, on a l'impression en fait qu'on peut deviner ce qui va être dit à l'avance, parce que c'est ce que l'auteur a envie de dire et de démontrer. Et on va aussi trouver dans ce genre de texte l'usage de catégories morales qui n'ont pas forcément lieu d'être dans une thèse et de catégories binaires. Il y a des bons, il y a des méchants, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Et donc, en fait, c'est moraliste en quelque sorte. Et
Le problème, c'est que ça va empêcher de questionner la réalité. Dans une thèse, on doit être dans une posture de questionnement. De questionnement, y compris de son propre raisonnement. C'est-à-dire que quand on avance quelque chose, on va aller chercher les arguments contradictoires pour les discuter et pour voir dans quelle mesure on peut les intégrer à notre pensée, ou dans quelle mesure ça va limiter, borner notre, notre propre raisonnement. Donc on va pouvoir dire, bah, ce que je dis est vrai, sauf dans telle condition, etc. Donc il y a tout des façons de raisonner en fait qui viennent comme garde-fou pour éviter de tomber dans l'idéologie. Et quand c'est pas présent, bah, finalement ça donne des thèses pas très agréables à lire parce qu'on se dit mais qu'est-ce que ça apporte? Si la personne savait déjà ce qu'elle allait dire, c'était pas la peine de faire une recherche. Je veux quand même dire que beaucoup de doctorants sont militants par ailleurs, sur un sujet ou sur un autre, moi je sais pas, sur l'environnement, sur le genre, sur... C'est pas forcément un problème en fait. Souvent, ça va venir nourrir une motivation à faire de la recherche. Donc, c'est pas forcément problématique à la base. Mais en fait, ça doit être accompagné d'une méthode rigoureuse. Quand on sait qu'on est militant, qu'on a un point de vue vraiment sur la réalité, on doit d'autant plus appliquer des méthodes rigoureuses de dialogue, encore une fois, donc, comme je viens de le décrire, de mise en contradiction, d'explicitation de sa propre position, etc. Et quand c'est pas présent, et quand on a l'impression que l'auteur n'est pas lucide, mais qu'il a juste voulu démontrer quelque chose, eh bien franchement, ça donne pas une très bonne thèse. Troisièmement, la thèse qui enfonce les portes ouvertes. Alors là, pareil, on peut avoir une thèse d'aspect agréable, d'approche fluide, facile à lire, agréable dans un premier temps, puis au bout d'un moment, on va s'ennuyer. Alors pourquoi? Ben, on reste avec l'impression d'un manque d'ambition, d'un manque de questionnement. Alors qu'est-ce que c'est cette thèse? Ça va être une thèse qui va décrire longuement des contextes et parfois de façon minutieuse. Donc bon, ça peut apporter des éléments nouveaux dans ce sens-là. Mais le problème, c'est que cette thèse ne tire pas de conclusion novatrice ou ne tire pas de conclusion du tout. Donc l'auteur, encore une fois, c'est une façon plus subtile pour l'auteur de disparaître en fait, de ne pas se mouiller. C'est juste d'écrire, apporter des éléments. Donc ça n'éclaire pas, il n'y a pas d'éclairage de la réalité qui est décrite. On ne la met pas en relief sous un questionnement original. Donc c'est une thèse, j'allais dire, c'est une thèse sans étonnement. L'auteur lui-même n'a pas trouvé d'étonnement, n'a pas trouvé d'énigme, ne montre pas ce qui l'a surpris dans son terrain. Donc il n'a pas insufflé de vie à sa thèse. Et euh, si on n'est pas étonné devant la réalité, on ne peut pas la questionner. Donc c'est une thèse sans question. Parfois c'est des thèses, on peut appeler ça des thèses sans thèse. Donc on est resté dans l'évidence et la description va remplacer l'analyse et l'éclairage. Alors ce genre de choses, ça peut passer à la limite sur un mémoire de M2, si les descriptions sont minutieuses et qu'elles apportent quand même des informations, ok, pour peu qu'il y ait des références qui soient assez bien placées, ok, ça passe. Mais en thèse de doctorat, franchement, c'est un peu limite. Quatrièmement, la thèse abstraite. La thèse pas ancrée dans la réalité. C'est un peu le contraire de la précédente. Donc cette thèse-là, elle peut être intelligente hein, et bien pensée. Mais à lire, elle n'est pas agréable. Pourquoi? Ben, elle manque cruellement d'exemples, d'illustrations, d'ancrage dans la réalité. Elle n'est pas du tout descriptive celle-là, hein. Franchement, elle décrit rien, elle décrit rien du tout. Elle reste dans le domaine de la pensée pure. Elle est abstraite. Donc on progresse lentement dans la lecture, forcément, et c'est dur à comprendre, on relit plusieurs fois les phrases, ça fait un petit peu penser à mon point numéro 1. Et intérieurement, on supplie, on se dit, allez, un petit exemple là, aide-moi à comprendre. Dis-moi comment ça se traduit dans la vie concrètement, ce que tu me dis là. Donc ça peut être le cas de thèses, je dirais par nature un peu abstraites, comme des thèses en philosophie, en histoire des idées, etc. Mais même en philo, même dans des disciplines qui travaillent beaucoup sur les idées et qui vont avoir pour objet d'étude les idées, eh bien,
Il faut penser à s'ancrer dans la réalité, à mettre des exemples tout le temps, à illustrer. Et si vous lisez les grands auteurs, ils sont ancrés dans la réalité, ils partent de situations réelles pour expliciter. Parce que le cerveau humain est fait comme ça, il a besoin de repères, de références, de récits, d'exemples, d'illustrations. Donc pensez à vos lecteurs, peut-être vous avez des choses très intéressantes à dire, mais dites-le de façon claire, et j'allais dire pédagogique. Alors, cette dernière modalité là de la thèse abstraite, elle peut se trouver, pas forcément tout au long d'une thèse, mais parfois sur une partie de la thèse. Donc on va avoir une partie de la thèse vraiment hyper abstraite, et seulement dans une dernière partie, on aura des données qui vont arriver. Ça peut arriver. Mais ce n'est pas vraiment une excuse. Je dirais même sur une partie de votre thèse qui est abstraite parce que c'est votre chapitre de théorie, par exemple, eh bien pensez à expliciter à partir d'exemples, d'illustrations, de phénomènes que vous avez observés, voilà, d'observations. Pensez à mettre en récit, pensez à la narration. Bref, pensez à votre lecteur. Henri David Thoreau disait « Il est vain de s'asseoir pour écrire si l'on ne s'est jamais levé pour vivre. » Eh bien, je serais tentée de dire il est vain d'écrire une thèse entièrement dans le domaine de la pensée si on ne peut pas voir la vie à travers cette thèse. On est là, on est en sciences humaines et sociales, même en lettres, on est là pour montrer la vie, pour parler de la vie et de choses concrètes. Dans cette vidéo, j'ai peut-être montré une facette un peu différente de mon accompagnement, de ma personnalité, qui est le côté exigeant. Parce que oui, c'est vrai, ma mission, c'est aussi de lutter pour que les thèses restent des thèses de qualité, donc pour contribuer à la qualité des travaux des doctorants. Donc c'est pour ça que j'ai été chercher aussi les défauts pour les débusquer. La qualité des thèses, elle va reposer sur un équilibre entre confiance et humilité. Confiance de l'auteur, nécessaire pour ne pas se cacher derrière les autres auteurs et donc ne jamais montrer sa voix, ne jamais montrer son positionnement. Ça, c'est pas bon de ne pas le montrer. Ou alors se cacher derrière du jargon ou se cacher derrière un texte fade et sans saveur. Mais aussi humilité nécessaire pour accepter la contradiction, accepter d'entrer en débat et pour penser à son lecteur. Oui, on a besoin de penser à la personne qui va nous lire. Et donc, il faut être pédagogue. On est aussi, quand on écrit une thèse, dans un exercice de communication. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait réfléchir et vous amènera, on peut tous faire des erreurs, on doit tous faire des erreurs pour apprendre, et donc vous amènera aussi peut-être à apprendre de vos propres erreurs ou à mieux comprendre éventuellement des critiques qui vous sont adressées et que finalement ça va vous ouvrir des pistes pour faire un texte de qualité. À bientôt.